L'invité du jour, on revient donc sur cette visite de Barack Obama en Europe. Il est question, on l'a beaucoup évoqué, ce traité transatlantique, mais pas seulement, puisque le président américain est aussi venu discuter terrorisme avec ses alliés. Notre invité, Guillaume Lagan, bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense, et puis vous avez sorti ce livre, Théorie des relations internationales, des idées aux États. Que viennent chercher les Américains en Europe, et notamment en Allemagne, une plus grande implication de leur part contre les djihadistes ? Je crois que la visite de Barack Obama, elle est, comme vous l'avez indiqué, elle a plusieurs objectifs. Il y a effectivement ce traité de libre-échange qu'il veut voir avancer. C'est quand même son grand œuvre dans la relation transatlantique pour son administration. Et puis, il y a toutes les questions liées au rapport avec la Russie et au problème du Moyen-Orient. Il a en particulier appelé l'Allemagne à intensifier son engagement militaire à l'extérieur. Vous savez que pour la première fois, les Allemands soutiennent les Kurdes en Syrie militairement, dans un conflit ouvert. Puis il y a la volonté finalement de faire de l'Allemagne et des autres États européens, mais de l'Allemagne principalement, le partenaire des États-Unis dans la résolution de ces conflits. Est-ce que ce traité de libre-échange verra le jour avant la fin du mandat de Barack Obama ? Alors on peut le souhaiter parce que sur le plan économique, c'est une bonne chose. C'est un traité qui doperait la croissance européenne. Elle en a bien besoin aujourd'hui au moment où la Chine ralentit. En même temps, c'est peu probable parce que c'est extrêmement complexe à négocier. On voit bien qu'il y a beaucoup de résistance, y compris en Allemagne, tant sur le fond du sujet que dans les mécanismes d'arbitrage qui suscitent beaucoup de méfiance. Et puis, il y a cette vague européenne de méfiance vis-à-vis de la globalisation. Vous avez parlé tout à l'heure des élections en Autriche qui montrent que la défiance vis-à-vis de la globalisation est très intense. Et pourtant, Barack Obama, il fait le lien entre ce traité transatlantique et la menace terroriste, puisque ce traité apporterait plus de prospérité, plus d'emplois aussi. Absolument. Alors évidemment, c'est difficile à percevoir dans le court terme, mais sur le long terme, c'est un moyen de résoudre une partie des problèmes que connaissent les sociétés du Moyen-Orient et les sociétés européennes. On sait bien qu'il y a un lien, même s'il n'est pas exclusif, entre la situation de marginalisation d'un certain nombre de communautés, notamment nord-africaines, musulmanes, et puis la séduction des idées djihadistes. Donc effectivement, ça fait partie d'une grande stratégie. Et puis ça s'inscrit aussi dans ce qu'a été la vision de Barack Obama. Maintenant qu'il est en fin de mandat, on commence à voir se dessiner quand même sa grande stratégie. Il a quand même été un président qui a moins insisté sur les questions militaires, l'engagement militaire, l'utilisation de la défense, de la force, et plus sur ce qu'on pourrait appeler le soft power, c'est-à-dire les liens socio-économiques entre les sociétés. Et je crois que de ce point de vue-là, le TAFTA est un bon exemple de cette stratégie. On parlait donc de l'Allemagne à l'instant, qui vous évoquiez donc les réticences des Allemands vis-à-vis de ce traité de libre-échange. Est-ce que les Allemands peuvent annoncer dans les prochaines heures, après cette rencontre avec Barack Obama, un engagement plus fort, plus solide dans la coalition américaine en Irak et en Syrie ? En tout cas, je pense que c'est ce que Barack Obama va plaider. Alors, il va plaider pour que structurellement les Allemands augmentent leur effort de défense. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont à un petit peu plus de 32 milliards d'euros et l'objectif des nations de l'OTAN, c'est d'arriver à 2%. Donc ça voudrait dire pour les Allemands pratiquement doubler ce budget. Et puis il y a des actions concrètes comme l'engagement en Syrie et en Irak. Et là, je pense que les États-Unis sont d'autant plus intéressés à intensifier cet engagement des Européens que la Russie a annoncé qu'elle soutenait désormais directement les Kurdes en Syrie sur le terrain avec l'envoi de soldats, de conseillers, et qu'elle livrait des armes au Kurdistan irakien. Donc c'est une forme de concurrence entre guillemets, ou d'ailleurs pas entre guillemets, entre les deux grands, qui fait que les États-Unis vont vouloir sans doute intensifier leur présence là-bas et demander aux alliés de faire de même. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de l'intervention de la coalition américaine et puis de la coalition arabe en Syrie contre le groupe État islamique ? Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian disait que le groupe État islamique reculait. Oui, objectivement, chacun a bien vu que l'État islamique a perdu un certain nombre de positions, de la bataille de Kobané à la frontière avec la Turquie, à la prise récente de Palmyre. On voit bien que le groupe est affaibli, il n'est plus dans cette dynamique d'expansion. En même temps, il y a une difficulté, c'est qu'il ne s'est pas effondré. On a même beaucoup d'informations aujourd'hui sur le fait qu'il se structure, il s'enracine dans la société syrienne. Mais on parle aussi de la... Ouais. Excusez-moi, allez-y. Alors, on parle aussi de la bataille de Mossoul, la bataille de Raqqa, qui serait à portée de main aussi ? Qui serait à portée de main, ça serait quand même difficile, parce que la difficulté qu'on a depuis le début avec l'État islamique, c'est la composante terrestre. Or, aujourd'hui, la composante terrestre, elle est finalement double. Vous avez d'un côté les Kurdes, mais là, Mossoul, Raqqa, on n'est plus dans des terres kurdes, on est vraiment dans des terres arabes. Donc, il y a une espèce de
solidarité ethnique autant que religieuse qui va renforcer l'État islamique. Puis de l'autre, il y a le bras armé du régime, hein, et là, on sait bien toutes les difficultés que les États-Unis et les Européens ont à vraiment pactiser avec ce qui était jusqu'ici le diable, c'est-à-dire Bachar el-Assad. Donc ça rendra ces batailles sans doute livrables, mais difficiles pour l'instant. Et puis il ne faut pas oublier, c'est ce que je voulais juste dire tout à l'heure, que tout cela s'inscrit dans le cadre de négociations théoriquement engagées à Genève, et qui doivent déboucher sur une transition. Mais là aussi, on a plutôt l'impression que le régime se sent renforcé par ses victoires récentes, par l'appui de la Russie, et l'organisation d'élections un peu fantoches, mais néanmoins réalisées dans les territoires sous contrôle de Bachar el-Assad, montre qu'il n'est pas vraiment dans une perspective de départ. Une trêve qui vole en éclats, les bombardements ont repris ces derniers jours, des négociations de paix à l'arrêt puisque l'opposition a décidé de se retirer. Où trouver un nouveau dynamisme pour relancer, pour retrouver un espoir en Syrie ? Alors, retrouver un espoir en Syrie, c'est toujours... Mais pour relancer en tout cas le dialogue ? Oui, c'est un petit peu compliqué. On a quand même l'impression que les négociations politiques sont très dépendantes de la situation sur le terrain. La situation sur le terrain, elle a quand même été marquée par des victoires du camp de Bachar el-Assad appuyées par la Russie. L'engagement actuel de la Russie aux côtés des Kurdes, on a un petit peu l'impression que du coup, Moscou veut devenir le faiseur de roi en Syrie. Donc si on veut vraiment sortir de cette situation par le haut, probablement faut-il, et c'est ce que font d'ores et déjà les États-Unis, relancer, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, mais sans peut-être s'en donner les moyens, le soutien à l'opposition dite modérée, on sait très bien toutes les difficultés qu'il y a derrière, mais plusieurs livraisons d'armes semblent avoir été réalisées, en particulier la composante d'armes antiaériennes qui est capitale dans ce conflit. Donc peut-être qu'un peu plus de soutien à l'opposition modérée permettrait de rééquilibrer les choses et d'engager alors un troisième round de négociations avec peut-être l'espoir d'en sortir par le haut. Et un rapport de force un peu plus équitable. Exactement. Le rapport de force diplomatique est dans la traduction de ces rapports de force militaires. Merci Guillaume Lagan d'avoir été notre invité, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et auteur de Théorie des relations internationales, des idées aux États. Merci beaucoup. On passe au sport.